Bon, bonjour à tous et merci de m'accueillir aussi nombreux. Vraiment, je suis enchanté d'être là. D'autant plus que vous le savez, je viens de Corse. Bon, et finalement, il y a pas mal de similitudes. Bon, les paysages, je m'y reconnais presque. Nous, il faut traverser la mer. Vous, il faut quand même passer, pour arriver chez vous, il faut quand même passer par l'étranger aussi. Bon, on sent qu'on est quand même, on partage une communauté d'excentricité par rapport au système général de l'organisation de la France. Et le fait d'être une région excentrée, c'est à la fois un privilège parce qu'on bénéficie d'une solidarité souvent plus grande, plus affirmée autour de traditions et autour d'un vivre ensemble villageois qui est fort, mais c'est aussi beaucoup de handicap au plan politique. Alors sur ce premier point, celui de l'intercommunalité, bon, moi je suis maire d'une petite commune, il y a 108 habitants, vous voyez que c'est pas énorme, qui est dans le golfe de Porto, pour ceux qui connaissent la Corse, et on a fait une intercommunalité de 2350 habitants. 2350 habitants, et puis la dérogation est venue. Donc ici, il y avait tout à fait l'espace pour obtenir gain de cause sur cette intercommunalité. Et je crois que ça aurait été important parce que sur le sujet qui vous préoccupe au premier chef et que je juge, moi, vraiment très significatif, celui de la sauvegarde de la ligne de chemin de fer qui dessert la vallée, je pense qu'avoir un outil institutionnel propre et entièrement dédié au dossier de la vallée, c'est quelque chose qui est important, parce que bon, les conseils municipaux, évidemment, délibèrent chacun de leur côté, mais une institution comme une intercommunalité de la Roya, je pense qu'aurait été l'interlocuteur naturel pour obliger toutes les parties à s'engager dans des solutions pérennes pour l'avenir du train, parce que l'avenir du train dans votre vallée, c'est très clairement la sauvegarde et la préservation contre le déclin. C'est ça qui s'inscrit derrière la mort de l'outil chemin de fer. En Corse, nous avons le même problème, la ligne de chemin de fer qui existe depuis Napoléon III était remise en cause et devait fermer. Et je crois d'ailleurs que la toute première manifestation en Corse qui a eu lieu en protestation contre le centralisme, je parle des années 59 ou 60, hein, au moment où tout cela était en germe, c'était une manifestation pour défendre la ligne de chemin de fer. Et ça a été une mobilisation qui à l'époque a été déterminante. Donc les technocrates avaient décidé de la fermer, la mobilisation de la population a fait en sorte qu'elle a été maintenue et qu'aujourd'hui elle est quand même inscrite. Bon, c'est devenu une ligne régionale, elle est gérée sous régie par la région Corse. Elle a récupéré bien sûr les moyens, les cheminots. On y a consacré des crédits pour refaire la ligne parce que c'était des investissements importants. Et je pense qu'elle est sortie d'affaires et que c'est quelque chose qui doit un peu vous inspirer. Vous allez m'excuser, mais j'ai attrapé une crève épouvantable. Et ça rend le discours peut-être moins facile à avancer. Donc voilà. Alors, ça c'est donc un peu le premier point. Et moi, ce qui me fait me reconnaître un peu dans les problèmes de votre vallée, c'est bien cette parenté qu'il y a entre la logique où nous sommes considérés par le système qui nous gouverne. Le système qui nous gouverne, ça va du préfet au ministre, en passant par le président du conseil général, le président du conseil régional et le gouvernement en général. Le système que nous gouverne considère qu'on est un cul-de-sac. On est au fond à droite, là, au fond à gauche. On est quelque part non pris en considération comme un enjeu important. Je disais hier, on m'a posé quelques petites questions pour le journal local. On disait, regardez, le conseiller régional dit qu'on a déjà beaucoup donné pour la ligne. Bon, et que donc, sous-entendu, on ne va pas encore aller plus loin. C'est ça que ça voulait dire. On a déjà beaucoup donné, donc ça veut dire, ne vous attendez pas à ce qu'on continue à vous aider. Je pense que c'est un propos qu'il n'aurait jamais tenu à des gens de Nice ou de Marseille. Jamais on aurait dit à quelqu'un de Nice ou de Marseille, ah, ça suffit, on vous a assez donné. Imaginons que l'aéroport de Nice reparte encore une fois à la mer, comme ça s'est passé une dizaine d'années. Ça va coûter un fric fou pour le remettre en place, et vous allez voir que personne ne va dire on vous a déjà donné beaucoup. Ça ne va jamais arriver. Donc on est vraiment dans une situation où tout le système de pouvoir nous marginalise et nous met quelque part en situation toujours de quémander et
en situation surtout de presque rien ou de ne jamais obtenir satisfaction. Donc ça c'est une communauté de choses et ces gens, là vous avez pitié, c'est bien. Je sais ce que c'est. Et donc, ça c'est le point. Alors comment lutter contre ça? Ben, évidemment, il faut se faire entendre, il faut d'abord se rassembler. C'est la première condition, c'est se rassembler, se faire entendre, et ensuite faire valoir ce qui est quand même, et c'est là que l'on vient à l'Europe, et un peu à ce que j'essaye de passer comme message, ce qui est les atouts de la vallée. Parce que si on est au fond à droite pour le système français, pour le système européen, on est au centre ici. Parce qu'en réalité, les problèmes que connaît la vallée, c'est les problèmes qui viennent de quoi? Qui viennent du fait qu'elle a été administrée de façon erratique, car le système français ne l'a pas prise en considération, le système italien non plus. Or, voilà, donc les collaborations, elles se font toujours à reculons. Quand on fait une collaboration entre la France et l'Italie pour la ligne de chemin de fer, c'est la loi du genre, hein, c'est comme le théorème de Pythagore pour les maths, hein, ça c'est le théorème de la politique. Hein. Ceux qui donnent, ils trouvent toujours qu'ils donnent trop. C'est le principe. Hein. Et donc les Italiens et les Français ont toujours dit, c'est aux Italiens de donner, les Italiens ont toujours dit, c'est aux Français de donner, etc. Et puis vous êtes les victimes de ce système-là. Mais quand on se met dans une perspective européenne, on n'est plus la marginalité italienne et la marginalité française qui se négocient à la marge au bas d'un traité. Par exemple, quand ils discutent le Lyon-Turin, on ne va pas discuter les dizaines de milliards d'euros. Hein, allons-y. Puis, à un moment donné, il y a un truc qu'on va continuer à voir si on ne peut pas discuter encore un peu par rapport à la ligne Nice-Counay. Bon. Et donc, cette logique-là, aujourd'hui, cette logique des États bilatéraux, ce n'est pas la logique de l'Europe, puisque l'Europe, au contraire, insiste sur l'importance des investissements transfrontaliers. Parce que le principe de l'Union européenne, c'est de dire, c'est un raisonnement que d'ailleurs on vérifie, je pense, concrètement ici, c'est de dire qu'à chaque frontière, les accumulations de décennies de défiance, et la défiance ayant été jusqu'à la guerre, puisque la guerre entre la France et l'Italie, c'est pas si vieux, mon père est toujours vivant, et il a fait cette guerre, par exemple, hein, donc c'est pas si ancien dans l'histoire, et cette logique de défiance a créé des déficits économiques lourds, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'absence de coopération transfrontalière, l'absence de capacité à mener des échanges, à faire en sorte d'avoir l'intercompréhension systématique pour les jeunes. Moi, je siège à Strasbourg et je suis quand même frappé de voir que dans cette population strasbourgeoise, la plus germanophone, c'est celle qui a 80 ans, c'est-à-dire celle qui n'en a pas besoin, et la moins germanophone, c'est celle qui a 20 ans, c'est-à-dire celle qui en aurait besoin, parce qu'il y a plus d'emplois de l'autre côté du Rhin qu'il y en a de ce côté-là. Et quand vous êtes plombier à Strasbourg, c'est pas compliqué d'aller réparer un robinet chez une cliente de l'autre côté du Rhin, à quelle ailleurs. La seule difficulté, c'est qu'à cette dame, il faut pouvoir lui parler. Et donc, il va avoir la maîtrise de la langue commune. Et donc, ce que les générations d'avant avaient, c'est-à-dire cette capacité d'échanger entre eux, très consciencieusement, l'éducation nationale française est en train de leur enlever. Donc là, on est dans une logique qui est tout à fait absurde. Et donc l'Europe consiste à dire, regardez à ses frontières, il y a des endroits où il y a des frontières, d'un côté il y a du chômage, et de l'autre côté on manque d'ouvriers. Il y a des frontières où il y a des activités économiques qui pourraient se développer si les gens se mettent ensemble. Je prends un petit exemple concret, parce que c'est souvent à travers le petit bout de la lorgnette qu'on comprend bien les choses. Pour avoir la couverture mobile, des téléphones mobiles, donc en Allemagne, comme ici, sans doute dans la vallée, on dépend du pays allemand. Donc, c'est l'Allemagne qui donne la concession à Orange local, je ne sais plus comment ça s'appelle, Deutsche Telekom, je pense, d'installer des bornes. Et en France, donc, c'est le gouvernement français qui donne les concessions. C'est donc Orange, par exemple. Donc, résultat, on met à la frontière une borne qui ne fonctionne qu'à 180 degrés. Pour ne desservir que l'Allemagne. Et de l'autre côté, on met la même borne qui ne fonctionne qu'à 180 degrés. Pour ne desservir que la France. Je ne sais pas si vous voyez déjà le système comme il est étrange. Et finalement, on paye 2 bornes au lieu d'une. Bon. Et après, donc vous payez votre forfait un peu plus cher. Parce qu'après, tout ça se répercute et c'est finalement le consommateur qui paye. Et donc, vous avez un peu moins d'argent pour aller au restaurant, pour faire d'autres activités. Donc, vous voyez que, donc la théorie que l'on développe à l'Europe, c'est de dire, dans l'espace frontière, c'est là qu'il y a des gisements économiques. Des gisements où il suffit, si vous voulez, de creuser un peu la surface de nos habitudes
de nos réflexes, du fait qu'on fonctionne à travers Nice et à travers Paris, ou que l'on fonctionne à travers l'Alsace, à travers Strasbourg puis Paris, et etc. Et que si on se met à gratter, on va trouver des coopérations où l'espace frontière va non seulement se développer, mais va apporter à l'Europe une plus-value réelle par des meilleures coopérations, par des meilleurs systèmes d'organisation, et on va, dans l'espace frontalier, trouver des solutions. Et donc, l'Europe consacre une partie de ses fonds régionaux à l'espace transfrontalier. Et il dit, c'est dans l'espace transfrontalier que moi, je veux mettre de l'argent européen. Alors, malheureusement, l'Union européenne n'est pas une institution parfaite. C'est-à-dire que quand le Parlement européen dit ça, nous l'avons voté très largement, on avait demandé, c'est pour vous donner un peu une idée des chiffres, on a demandé que les politiques de développement régional, 7,5% soient consacrés aux espaces frontaliers. Dans la période précédente, c'était 2,35%. Pour vous donner. Donc, Maintenant, je vais vous le dire. Donc, on parle de 7,5%. La Commission, et donc le gouvernement, parce que pour comprendre le Parlement européen, c'est un peu comme ce que vous connaissez au niveau français. Il y a un gouvernement, qui là-bas s'appelle la Commission, qui fait des propositions de directives, qu'en France on appelle des propositions de loi, et qui est soumise au vote d'une assemblée, qui est le Parlement européen, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, et d'un conseil, le Conseil européen, qui est l'équivalent du Sénat. Un peu particulier, puisque dans ce Conseil européen, il y a 28 membres, parce qu'il y a un membre par État. Et il a un fonctionnement un peu particulier, dans la mesure où les grands jours, c'est les chefs d'État qui se réunissent, qui sont les 28 autour de la table, mais pour les petits dossiers, bon, par exemple celui que je disais sur les bornes téléphoniques, bon, en gros c'est un fonctionnaire du ministère des Télécoms de chaque pays qui se réunit, n'est-ce pas, l'information, le conseil qui est différente selon le niveau de l'affaire qui est traitée, selon qu'elle est très technique ou très politique, selon qu'elle est très particulière ou qu'elle a un caractère plus général. Et donc, on a un système comme ça de décision, et donc quand la Commission reçoit le vote du Parlement européen, elle fait sa proposition. Elle fait une proposition à 3,5%. Donc plus 40% par rapport à la période précédente. Quand on parle de 2,3 à 4,5, c'est à peu près plus 40%. On n'est pas content, on dit qu'on n'est pas content, qu'on a demandé beaucoup plus. Cependant, on a vite compris qu'au Conseil, c'est-à-dire là où il y a les chefs d'État, donc là, en l'occurrence, pour discuter de ces problèmes-là, c'est les ministres des Finances qui se réunissent. Puis il n'y a pas de presse, il n'y a pas de télé. On avait compris que de ce côté-là, on voulait encore beaucoup plus bas. Et qu'on voulait privilégier les crédits européens qui retombaient au centre, et non pas les crédits européens qui se concentraient sur les frontières. C'était ça l'idée. Et donc on a soutenu la position de la Commission. On a dit, bon, plutôt que on n'aura pas les 7,5, mais au moins ayons les 3,5. Et finalement on a terminé à 2,57. Bon, oui, parce que bon, l'Union européenne est un système où le Parlement européen décide des dépenses, mais il ne décide pas des recettes. C'est les États seuls qui décident des recettes et de comment l'Europe aura en volume global et aussi en ventilation selon la politique de développement agricole, ou en général la politique agricole, la politique de développement régional, et ensuite selon les régions, etc. Mais malgré tout, ça reste un axe politique, et dans cet axe politique, il y a quand même de l'argent, d'autant qu'il a été créé un fonds qu'on appelle Connecting Europe. Bon, ça veut dire, allez, liaison entre les pays européens. Il faut dire, bon, parce que ça ne couvre pas que le ferroviaire, ça couvre aussi le routier, là où il n'y a pas de ferroviaire, et ça couvre aussi les liaisons Internet. Bon, il y a tout ça qui se met en branle. Mais dans ce fonds Connecting Europe, qui est très important, il y a 80% qui sont ciblés vers des grands projets, mais il y a quand même 20%, et c'est pas rien, c'est 20%, ça fait des milliards, qui sont destinés à des projets transfrontaliers. Donc on est dans les projets sélectionnés sur appel d'offres, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir des critères qui sont définis par l'Union européenne. Donc un des critères, c'est de faciliter l'échange aux frontières et faire en sorte que l'espace transfrontalier se développe. Donc, voilà un peu le principe du fonctionnement de l'Union européenne, comment ça se greffe sur la réalité de la vallée. Et voilà, donc ce qu'il faut prendre conscience ici, collectivement, c'est qu'on a des cartes à jouer en se mettant à travers l'Europe. Alors, parce que on va à ce moment-là commencer à monter une dynamique transfrontalière. Cette dynamique peut trouver des soutiens moraux, c'est jamais négligeable, mais aussi financiers, et c'est toujours évidemment très important et déterminant. Encore faut-il s'organiser pour porter des projets. C'est pour ça que je disais dans mon propos introductif
qu'il est vraiment regrettable que vous n'ayez pas une institution propre, collective, comme une intercommunalité, qui soit l'interlocuteur naturel, qui convoque la région du Piémont, qui convoque le département des Alpes-Maritimes, qui convoque le préfet, qui convoque les représentants de l'État côté italien, du côté de la Ligurie aussi, puisque bien sûr la Ligurie est concernée par la problématique, et qui dit voilà, nous on veut faire ça, on veut aller vers ça, bon voilà, et ça fait partie, avoir un moteur capable de tirer les initiatives dans l'action politique, c'est toujours très important. Alors, on peut le faire avec l'association, etc., mais quand on a le poids institutionnel, c'est-à-dire celui qui est donné par le vote des concitoyens, on a évidemment plus de facilité à se faire entendre. Hein? Voilà donc un peu le premier point. Alors, quel est le mouvement que j'essaye de promouvoir à travers cette candidature, puisque vous savez que les élections européennes, ça sera juste après les municipales. On vote en mars et en mai, un mois et demi après, tout juste, hein, puisqu'on vote le 25 mai et le second tour des municipales c'est le 30 juin, donc le 30 mars, pardon, oui. Oui, 30 juin, ça serait avant. Non, donc c'est après. Et donc il y a une campagne assez courte. Et tout ce que l'on veut dire, c'est que ce discours qui est ici valable dans la vallée de la Roya est aussi valable en Corse. Je faisais la réflexion, j'ai amené des députés européens pour le vérifier. Comme j'aurais pu le faire si on avait eu du temps devant nous, ou si je suis réélu, je le ferai certainement par rapport à votre problème de la vallée de la Roya. Donc on arrive et on explique que, voilà, 50 ans et plus que la France et l'Italie sont dans l'Union européenne. Et quand vous regardez les liaisons qu'il y a entre le sud de la Corse et le nord de la Sardaigne, c'est épouvantable. En ce moment, on n'est pas sûr qu'il y ait un bateau tous les jours. Un camion ou un passager qui va en Sardaigne n'est pas sûr pour en revenir, non, parce que tout ça est tout bon vouloir des compagnies. Et ensuite, si le malheureux est sur un fauteuil roulant, il reste dans la voiture, parce que les bateaux sont tellement vétustes qu'il n'y a même pas de quoi prendre en charge un handicapé. Vous voyez, donc on est dans un système où on a l'impression qu'on est encore 50 ans en arrière. Et donc c'est un échec terrible. Voilà 50 ans que la France et l'Italie sont dans l'Europe et n'ont pas été capables de développer la ligne de chemin de fer ici, n'ont pas été capables de développer la liaison entre la Corse et la Sardaigne, et on va trouver les mêmes problèmes avec la Savoie. Il n'y a pas de région Savoie, donc c'est un petit peu le déficit institutionnel des Savoyards. Du coup, par exemple, alors qu'il y a des centaines de milliers de frontaliers qui vont tous les jours à Genève, il n'y a pas le moindre métro pour leur permettre, au métro, au tram, j'en sais rien, enfin, capacité de transport en commun. Ils sont tous obligés de prendre une voiture. Il n'y a personne qui a été capable de faire une organisation des transports pour organiser, rationaliser, rendre moins polluant ce transport vers la ville. Donc, moi je vais insister là-dessus. Il faut avoir des institutions pour nous représenter, adaptées aux besoins des citoyens. C'est-à-dire qu'une institution, c'est pas quelque chose qui est uniforme. Il est évident que la mairie de Paris, ça ne sera jamais la mairie de Tende. C'est deux choses différentes. Bon, ils ne représentent pas les mêmes choses, les mêmes quantités, mais il faut que ce soit adapté. C'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on a décidé qu'une mairie, que la mairie de Paris, qui avait 2 millions d'habitants, c'est pas pour autant que la mairie de Tende doit disparaître parce qu'elle n'en a que 2000. Je veux dire, elle a une nécessité par rapport aux habitants de sa commune. Elle a une légitimité historique, et puis elle a une légitimité dans des traditions et dans un vivre ensemble qui existe. Et bien de la même façon pour les régions, de la même façon pour les intercommunalités, le discours technocratique porté d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, qui lui interprète le mot technocratique. C'est-à-dire qu'il y a un discours technocratique, mais lui dit c'est le discours de l'égalité. Vous savez, l'égalité qui est au fronton, la liberté, l'égalité, fraternité. Donc, une région, on va quand même pas faire des régions de moins de 5 millions d'habitants. Ah bon? Alors la Corse, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'à couler, quoi. Ou alors à ramer pour se rattacher à Nice le plus vite qu'on peut. Non, bon, la réalité c'est qu'on a 300 000 habitants, il faut qu'on ait une région. Et c'est pareil pour la Savoie. Donc le discours technocratique, aujourd'hui le Conseil d'État, vous avez le découpage cantonal, je suppose que chez vous c'est pareil que chez nous, c'est une comédie. Il y a le discours technocratique qui consiste à dire « moi je veux des cantons qui ont le même nombre d'habitants », et puis il y a la réalité des vallées. Moi, ils nous ont fusionné 3 cantons, et ils sont en train de remettre en cause ce découpage, parce qu'il n'y a que 2700 habitants, je crois. Non, plus, donc 3700 habitants, mais ils veulent une moyenne de 10 000. Et donc, ils vont nous ramener à une réalité cantonale, ils vont nous rajouter un quartier de la ville d'Ajaccio, pour arriver à leurs 10 000. Donc, je peux vous dire que moi, avec ma commune de 110 habitants,
je ne vais pas peser grand-chose dans la future organisation cantonale. Et ensuite, et surtout, c'est que vous ne pouvez plus faire campagne. Ça devient un système totalement abstrait et coupé des territoires. Donc pour nous, il faut que des gens soient capables de porter un message régionaliste de défense des territoires. Voilà, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, le message dominant en France, c'est le contraire. C'est le message, prenez le cas des députés européens. Je vais vous prendre cet exemple chiffré là. Il y a 13 députés européens sur la circonscription. Donc il y a un Corse, il y en a 6 qui sont en Provence-Alpes Côte d'Azur, il y en a d'ailleurs un dans la vallée de la Vésubie, là, Gaston Franco, là, qui est mon collègue, et puis avec qui je m'entends très bien. Et il y a d'autres, donc sur Marseille, il y en a un qui est ils sont 2 à Marseille, je crois. Enfin bref, ils sont là. Et il y en a 6 à Rhône-Alpes. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous votez un règlement européen, prendre toujours des exemples pour être concret, allez, politique transfrontalière. Selon que vous avez une frontière terrestre ou une frontière maritime, c'est pas pareil. C'est pas le même genre de projet. Et surtout, comprenez-le bien, parce que moi, quand je vais d'Ajaccio à Caille, en Sardaigne, je prends l'avion, je vais à Nice, après je fais Nice-Rome, et je fais Rome-Caille. Vous voyez le truc? Donc, rien que par les déplacements que les réunions provoquent, c'est des projets transfrontaliers qui coûtent beaucoup plus cher que les projets continentaux. Parce que vous, quand vous allez à Gênes, bon, c'est 2 heures de bagnole, quand vous allez à Nice, c'est 1 heure de bagnole. Donc voilà, c'est des choses qui sont quand même beaucoup plus simples à organiser. Et donc, les technocrates de la Commission, qui sont pleins de leurs sous, puisqu'on leur donne pas beaucoup de sous, ils disent, oui, avec leurs histoires de frontières maritimes, on voit venir, ils vont nous promouvoir des projets, et pour en financer un à frontières maritimes, il va falloir en supprimer 10 sur le continent. Donc, ils mettent tous les freins, si vous voulez, voilà. Et si vous n'êtes pas présent pour expliquer ça aux autres députés, pour leur dire, écoutez, ils sont bien gentils, on comprend, ils sont près de leurs sous, mais voilà la réalité que nous on vit, et vous êtes obligés de la prendre en considération. Si vous n'êtes pas là pour l'expliquer, vous ne pouvez pas en vouloir à un député hongrois qui n'a jamais vu la mer, de ne pas se préoccuper des frontières maritimes. Logique. Il n'y pense pas, et puis c'est normal, donc il faut être présent pour y penser. Donc, avoir un député européen, au moins un pour une région, par rapport à ses spécificités, c'est toujours quelque chose de très important. Or, aujourd'hui, on nous explique que la Corse est 300 000 habitants, et que donc il n'y aura pas de député européen en Corse, parce qu'il y a 13 millions d'habitants dans la circonscription, donc 13 députés, ça fait un député pour 1 million d'habitants. Et pendant ce temps, le député Rhône-Alpes, qui aura eu un député de plus, parce que c'est un peu plus petit que PACA, donc ça va tomber là-bas, en gros, lui, il a déjà, avant de commencer, un député par groupe. C'est-à-dire qu'il a un député dans le groupe socialiste, il a un député à droite, il a un député dans le groupe des libéraux, des centristes, je dirais, il a un député chez nous, qui est Michel Rivasi, il a un député, voilà, il a un député dans tous les groupes, pour poser son problème. Et sur les 6 députés, il est sûr d'en avoir un qui est dans la bonne commission. Et de pouvoir travailler au plus concret dans l'explication des choses. Donc vous voyez un peu comment le système de l'égalité technocratique, en réalité, c'est le système de l'inégalité pour les territoires les plus éloignés, les plus petits et les plus pauvres. Et donc, il faut bien que quelqu'un sonne la révolte un peu contre ça et dise, bon, les régions et les territoires doivent se révolter contre ce système qui est de plus en plus dominant dans tous les partis. Hein. Vous allez voir, regardez d'ailleurs, bon, c'est quand même sidérant de voir que la tête de liste aux européennes pour le Parti Socialiste, c'est Vincent Peillon, qui, aux dernières nouvelles, était Damien, quoi. Bon, il était député de la Somme avant d'avoir été ministre, et il se fait élire ici. Vous avez, sur 4 têtes de liste écologistes, il y en a, non, pardon, sur 8 têtes de liste écologistes, il y en a 4 qui vivent à Paris. Il y a celui qui se présente à Paris, ça c'est un peu normal, mais les 3 autres c'est quand même pas normal. Les 3 autres c'est quand même pas normal. Bon, etc., etc. Donc vous voyez bien que tous les partis aujourd'hui tirent dans le sens de la centralisation, dans le sens du jacobinisme, et ça c'est pour nous évidemment très contraire à nos régions. Je crois qu'il faut qu'on se regroupe, qu'on fasse entendre le message des territoires qui sont lésés par cette recentralisation de la France, et surtout, je pense que c'est très contraire à l'Europe, et c'est très contraire à la France. Parce qu'après, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Hein, je veux dire, un pays très bien organisé, que j'ai visité de temps en temps, il s'appelle l'Allemagne. Les Länder allemands, c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire, ils ont des vrais pouvoirs, c'est une vraie organisation. Puis après, quand on regarde les statistiques générales, on voit que grosso modo, l'économie allemande elle se porte mieux que beaucoup d'autres économies européennes. Donc, il faut peut-être se poser des questions. On dit les PME, c'est le moteur de la croissance. Mais
où les PME sont fortes. Elles sont fortes là où les régions sont fortes. Parce que la PME, c'est l'outil économique qui correspond à la dimension d'une région. En France, vous êtes le pays du CAC 40. D'ailleurs, de toute une organisation par grandes entreprises, qui n'a rien à dire, Airbus, qui est l'héritier donc, de l'aérospatiale et de tout le consortium aéronautique français. Il y a EDF et le nucléaire et toute la filière nucléaire. Il y a... mais on voit bien que c'est le tissu économique, quand il se réduit au CAC 40, eh bien, vous avez des taux de chômage qui sont 4 ou 5 points plus élevés que dans les pays où le tissu économique a aussi des leaders mondiaux, bien sûr. Hein. Siemens, c'est un grand leader mondial. Il n'y a pas que des entreprises. Mais l'existence de régions fortes a permis de développer un tissu de PME qui conforte le tissu des entreprises leaders et qui fait que l'économie globale est beaucoup mieux portée, et surtout l'économie globale et l'économie répartie. Parce que l'intérêt des PME, c'est que vous répartissez votre territoire. Quand Airbus réalise un nouvel investissement, vous avez tous remarqué, c'est à Toulouse. Il ne dit pas je vais installer une chaîne de montage à Saint-Martin-des-Ubis ou à Tende. Hein. Et donc, vous voyez bien que les grands groupes, c'est normal, ils ont besoin d'homogénéité, ils ont besoin de rentabiliser les infrastructures qu'ils font, voilà. Et donc, l'existence des tissus de PME, c'est très important. Enfin, tout ça, c'est un peu en vrac, mais pour dire aujourd'hui, la France prend sa mauvaise direction, qui est de toujours tout centraliser plus. Alors, le dernier exemple, ça date d'hier, je vais en faire une conférence de presse en Corse, parce que c'est quand même assez énorme, c'est que les crédits régionaux européens sont actuellement attribués pour la période à venir, 2014-2020. Donc, on commence maintenant. Et il y a la négociation qui est en cours pour savoir comment les régions allaient pouvoir négocier leur propre programme avec l'Union européenne, sur quelle base financière. Alors comment ça se passe? C'est que le dernier sommet européen définit une règle de calcul qui est très compliquée, qui tient compte du PIB de l'État membre. Une région pauvre qui vit en Grèce, avec un État très pauvre, va être plus aidée qu'une région pauvre qui est en France. Parce qu'on dit que la France a plus de moyens pour venir au secours de ces régions pauvres. Donc on dit pour les pays très pauvres, on va allonger un peu plus. Donc il y a des critères qui tiennent compte de ça. Ensuite, il y a des critères qui tiennent compte aussi du niveau de pauvreté, parce qu'il y a des régions très très pauvres. Notamment dans les pays de l'Est, notamment en Bulgarie, en Roumanie, où là, dire, en plan agricole, on en est encore à la charrue à bœuf. Hein. Je veux dire, on est quand même... Ce qui rend difficile alors d'avoir des dossiers pour chez nous. Alors. Ah non, mais je vais venir. Parce qu'après, on peut, comme ça, non, mais il y a de l'argent pour ça aussi. N'en faites pas. Donc il y a des règles, je veux dire. C'est très précis. C'est un calcul, ça demande une calculette et un programme informatique pour calculer le montant final, mais après, en fonction de cette décision, chaque État a sa dotation. Et on dit à chaque État, la France a tant de milliards. Et comme dans le règlement européen, on a fait voter, et mon groupe et moi-même en particulier, une nouveauté qui sont les régions intermédiaires, les régions de transition, c'est-à-dire qu'avant, en Europe, on considérait qu'il y avait les régions très pauvres, moins de 75%, et les autres. Et dans les autres, vous aviez la Corse à 78% de PIB et Paris à 170%. Donc 3 fois plus riche ou presque, hein, puisque 2 fois et demi plus riche. Et on était tout pareil. Donc on a dit non, il faut considérer une classe intermédiaire qui est entre 75 et 90. Là où les gens ne sont pas tout à fait très pauvres, mais ne sont quand même pas encore suffisamment développés pour être dans le peloton d'une égalité européenne. Ça a été voté, c'est accepté. Et la France a comme ça obtenu qu'il y ait 10 régions sur les 22 qui soient classées en régions intermédiaires. Alors que dans l'ancien système, ça n'aurait pas été le cas. Et grâce à ça, la France est le seul pays riche, entre guillemets, de l'Union européenne, c'est-à-dire dont le PIB par habitant est au-dessus de 100, hein, donc plus riche que ceux qui sont à 90, 92. C'est le seul pays qui a eu une augmentation de ces crédits européens, grâce à la création de cette catégorie des régions intermédiaires. Donc il y a eu une augmentation globale de ces crédits européens, quand les autres n'en ont pas eu. Et après, quand on passe à la répartition, j'ai eu le document qui pour l'instant n'est pas diffusé et quasiment sous le manteau. Je vous le résume en 2 mots. Paris, plus 27%, la Corse, moins 10%. Ouais, vous avez vite compris qui tient le manche. Vous avez vite compris qui tient le manche. Et là, donc, et vous êtes dans une situation qui est en plus paradoxale, parce que par exemple, moi, député insulaire, alors j'étais Corse, Sardes, Baléares,
les îles du Nord, les îles de la Lande, etc., nous étions tous ensemble, on a dit il faut prendre que l'Europe, dans sa répartition des crédits, dise, quand on est un espace insulaire, on a forcément des besoins d'aménagement plus forts, comme on est un espace montagnard aussi, c'est prévu dans le traité, il faut donc qu'il y ait, dans la grande formule mathématique qui répartit ces crédits, un bonus pour les régions insulaires. Bon. Ça n'a pas été accepté, mais l'Europe nous a répondu, et vous savez, on va améliorer les marges de manœuvre des États. C'est-à-dire, au lieu de dire, entre régions de transition et régions de type normal, on peut faire basculer 2% de crédit, on va passer à 4%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de façon à ce qu'ils puissent prendre en compte ça dans la répartition de l'État. Que l'État puisse dire, je vais aller au-devant des besoins des régions qui ont des infrastructures plus lourdes à financer et qui donc ont besoin de davantage de soutien des crédits européens. Maintenant, vous voyez le résultat de la confiance qui a été mise dans l'État français pour compenser. C'est l'État qui est décideur. Donc, il avait toute liberté pour décider d'intégrer le fait insulaire. Bon. Et le fait montagnard, c'est pareil. Il est évident qu'une infrastructure montagnarde, bon, vous êtes payé pour le savoir en matière de chemin de fer, a forcément des coûts d'entretien et des coûts de rénovation qui sont plus élevés qu'une infrastructure qui est une infrastructure de plaine. Et donc, au lieu d'aller dans le sens du développement dans ces directions-là, vous voyez qu'en Europe, on y va à peu près, donc je vous le dis, hein, on ne gagne pas tous les coups, on a gagné très peu pour les espaces montagniers, mais on a gagné un petit peu quelque chose. On n'a pas gagné sur les espaces insulaires, il va falloir encore un mandat pour se faire entendre et on va finir par le faire. On a, pour les espaces montagnards, vous savez qu'il y a quand même un dispositif qui fonctionne dans la politique agricole commune. Hein, vous savez que les agriculteurs de montagne bénéficient d'un revenu complémentaire qui est l'indemnité ISM, spécifique de montagne, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle, si je ne m'abuse, qui permet aux agriculteurs de montagne d'avoir un revenu bonifié par rapport aux agriculteurs qui sont dans les terres fertiles de plaine. Moi je suis agricultrice, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça. Oui, et puis ça ne compense pas. Mais, non, ça ne compense rien, mais je veux dire, les critères sont tellement. Ça ne correspond pas beaucoup à la réalité ici. Nous, on n'a jamais eu, par exemple. Parce qu'il y a une histoire, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Oui, mais après, vous voyez, bon, pour vous dire le travail qu'on fait au Parlement européen, bon, on s'est battu, par exemple, pour les agriculteurs et les droits aussi, parce que pour l'instant, ils en sont exclus, alors que c'est souvent une spécialité de l'agriculture montagnarde. Bon, on essaye de faire passer des choses, et on a fait passer quelques-unes. La nouvelle PAC sera moins pénalisante pour les polyactifs. Elle sera moins pénalisante et moins... D'ailleurs, vous avez vu que les premiers à avoir manifesté, ça a été les paysans de la région parisienne qui ont bloqué Paris. Le jour où le nouveau règlement est sorti, ils étaient tous avec leurs tracteurs et expliquaient que bon, ils avaient 100 000 € de prime et qu'ils allaient tomber à 80 000 et que c'était un scandale. Bon, donc, au bout des turins, comme disent, comment dire encore, ça c'est... Ils sont trop nourris, ceux-là. Ceux qui ont trop mangé, ils en foutent toujours plus. Mais ceci étant dit, donc vous voyez que la nouvelle PAC devrait être un peu mieux. On a essayé d'améliorer, maintenant on n'a pas toujours gain de cause, loin de là. On s'est battu notamment pour un plafonnement, c'est-à-dire on dit, pour avoir plus de crédit pour tous les agriculteurs, on va plafonner à 300 000 € l'aide annuelle. Et après, nous on avait même proposé 100 000 €. Donc le Parlement a voté 300 000 €, puis les États ont décidé de faire sauter le plafond. Mais si vous voulez, les agriculteurs qui sont au-dessus de 300 000 €, c'est 0,3 ou 0,2% de la population agricole de l'Union européenne, et c'est 10 ou 12% des crédits. Cette somme énorme qui est versée en plus pourrait être répartie, notamment pour ouvrir des droits aux agriculteurs et à des spéculations qui, pour l'instant, sont exclues des aides européennes. Enfin, pour venir sur les grands principes, ce qui est important, c'est qu'un principe existe. Après, quand il existe, vous avez la possibilité de l'améliorer au fur et à mesure. Il existe le principe que l'espace montagnard doit être davantage aidé que l'espace de plaine. Il existe par l'existence même de l'ISM. Après, elle est mal faite, elle est bien faite. Mais déjà que le principe existe, ça vous donne un point de départ. Vous pouvez vous appuyer sur quelque chose pour aller de l'avant et pour que les choses s'améliorent en volume financier, parce qu'il faut évidemment que ce soit en proportion du handicap, et aussi en termes d'application et de mode d'application. Donc voilà, donc, en quelques mots, comment l'Union européenne. Alors donc nous avons lancé cette liste Région et Peuple Solidaire. Je la conduis en tant que député sortant. Je suis accompagné d'une conseillère régionale de PACA, qui est originaire du Vaucluse, d'un conseiller régional de Rhône-Alpes, qui est de Grenoble, d'un autre qui est de Savoie, donc une conseillère régionale de Corse, bien sûr, il ne fallait pas que j'oublie la Corse dans la composition de cette liste, et nous essayons de pousser l'idée qu'il faut renverser la vapeur contre la recentralisation des États, pour la régionalisation, pour la prise en compte des territoires spécifiques, en fonction de leur histoire et de leur réalité structurelle, et non pas
pour venir faire le 13e homme sur le banc de touche d'une intercommunalité qui nous dépasse complètement. Voilà un petit peu le principe.